Première fois ces frappes. C'est une action totalement irresponsable qui a été entreprise cette nuit. Je préfère croire qu'il s'agit d'une gesticulation convenue avec les Russes que de penser qu'on a pu comme ça déclencher à 3 pays une offensive aussi dangereuse qui contient une telle menace d'escalade sans aucun mandat de l'ONU et contre les appels qu'a lancé son secrétaire général et sans l'accord d'aucun autre pays de l'Union européenne, ni concertation avec eux. Je juge que c'est une manière irresponsable de se comporter qui ne réglera aucun des problèmes auxquels on est confronté dans cette zone. Le président français s'est d'une manière tout à fait lamentable aligné sur les États-Unis d'Amérique en se disant certain d'avoir des preuves de la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans l'action, l'utilisation des armes chimiques, mais s'il a ces preuves alors qu'il les montre, c'est le meilleur moyen de nous convaincre. Dans une guerre aussi embrouillée que celle qu'on a connue là-bas, il faut agir avec précaution et en tenant compte de l'extrême danger que représente l'imbrication de toutes les forces internationales à cet endroit et en particulier la présence d'une base militaire russe en même temps que d'installations militaires nord-américaines, turques, enfin tout le monde y a des armes et du matériel, tout ça est extrêmement dangereux et je veux rappeler très solennellement que le risque de guerre généralisée dépend toujours d'incidents qui à première vue semblent sans proportion avec les effets qu'il engendre ensuite. Je suis très triste et très inquiet et je compte sur le sang-froid des Russes pour que les choses en restent là. Vous craignez une escalade ? Tout à fait. Dès le début, les Russes avaient prévenu qu'une action militaire de cette nature ne resterait pas sans conséquences. Ils annoncent qu'il y aura des conséquences, on ne sait pas lesquelles. Je compte sur leur sang-froid pour que, encore une fois, on en reste là. Parce que sinon, où irait-on ? Quelle est la limite que chacun se fixe à partir de laquelle il estime que sa gesticulation est satisfaite? Non, tout ça est très dangereux. Au-delà de ces frappes, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième lecture justement de ces frappes, un message à Poutine? Quelle est votre deuxième lecture de ces frappes? Mais je ne pense pas que ce soit la question de l'utilisation d'armes chimiques qui soit la cause réelle de l'intervention. Parce que d'abord certains sont mal placés pour faire des remarques à ce sujet. Je voudrais rappeler que depuis 20 ans qu'elle a signé la convention de désarmement chimique, les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas annoncé la fin de la liquidation de leur stock. Ce qui est pourtant le cas des Russes et des Français qui ont été à l'initiative de cet accord. Deuxièmement, la preuve pour savoir qui utilise pour finir ces armes n'est donnée nulle part. Car en effet, ceux qui les utilisent doivent être punis. Cela va de soi. Mais comment comprendre qu'au moment même où il y a une action d'enquête sur la base de la proposition de plusieurs pays, on se met à bombarder avant même le résultat des enquêtes en question. Je pense que c'est une façon de discréditer toute cette histoire. Alors, que veulent les États-Unis dans cette affaire? Montrer que les Russes n'ont pas remporté la victoire totale sur les bandes armées islamistes, que pourtant, il faut bien convenir, qu'ils ont remporté. Les États-Unis d'Amérique essayent de se redonner un espace, un rôle, et ils le font au prix de provocations extraordinairement dangereuses. Voilà la leçon qu'il faut tirer de ça. Mais encore une fois, le sujet n'est pas les intentions des uns ou des autres. Dans les escalades guerrières, il est toujours apparu que la situation échappait à ceux qui en rajoutent, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Et c'est ce qui a été fait cette nuit. Naturellement, ces bombardements, s'ils sont ce que l'on croit voir, c'est-à-dire au fond peut-être une espèce d'opération convenue, alors là nous nous couvrons de ridicule à déclencher des actions guerrières sans but guerrier. Ça vous rappelle l'intervention de Colin Powell avec son petit flacon à l'ONU? Vous savez, on a appris, enfin certains ont appris, d'autres sont définitivement incurables, à se méfier de la propagande de guerre nord-américaine. On a entendu parler des armes de destruction massive en Irak qui n'ont jamais existé. On a entendu qu'on allait faire des représailles contre Al-Qaïda en Afghanistan. Plus de 10 ans après, on y est toujours et rien n'a avancé. Et ainsi de suite. On voit bien que dans
dans leurs opérations militaires, qui sont en général des catastrophes, les États-Unis d'Amérique improvisent toujours des prétextes à vocation humanitaire, des grands mots, et ne reculent rarement devant des moyens qui sont parfois très discutables. Je rappelle que aussi bien la guerre d'Irak a déclenché un chaos indescriptible dans la région, la guerre de Syrie a failli en faire de même, et celle d'Afghanistan se termine par une déroute absolue de ceux qui sont intervenus militairement, quoiqu'on ait utilisé des armes de destruction massive nord-américaines absolument incroyables de violence. Voilà, je pense que c'est un mauvais jour que celui que nous sommes en train de vivre et qu'il est temps que maintenant on rétropédale, qu'on revienne au calme et à la seule chose qui vaille, une conférence internationale dans laquelle tout le monde participe, notamment les Kurdes, car une négociation régionale sans les Kurdes n'a pas de sens, puisqu'elle reporte le problème de la situation des Kurdes à je ne sais quel improbable avenir. Et deuxièmement, l'organisation d'élections en Syrie. Que l'on n'aille pas me dire que c'est difficile d'organiser des élections en Syrie, c'est moins difficile d'organiser des élections en Syrie qu'un bombardement de la nature de cette nuit. Merci monsieur. Voilà, c'était la toute première réaction de Jean-Luc Mélenchon à ces frappes contre la Syrie. Une opération irresponsable selon le leader de la France insoumise. Une offensive dangereuse, une provocation sans mandat de l'ONU. Jean-Luc Mélenchon qui déplore l'alignement de la France sur les États-Unis. On découvrira dans un instant d'autres réactions politiques en France. Mais d'abord, les réactions à l'étranger. La Syrie dénonce une agression barbare et brutale des Occidentaux. Comme si de rien n'était, ou presque. Regardez, le régime a diffusé cette image de Bachar el-Assad, mallette au poignet, marchant dans un palais. Pendant ce temps, Donald Trump s'est donc exprimé cette nuit à la télévision. Bonjour Catherine Gentil de Canecôte, vous êtes notre correspondante à Washington. Vous avez suivi cette allocation solennelle. Le président américain a dénoncé les massacres du régime syrien. Il a aussi traité Bachar el-Assad de monstre. Oui, absolument. Et en fait, cela faisait plusieurs jours que Donald Trump s'en prenait directement au président syrien et qu'il disait que ce qu'il faisait était monstrueux. Donc, il est évident que l'attaque de cette nuit n'est pas une surprise. Alors, elle se déroule quand même dans un cadre qu'il faut souligner, qui est de cette relation un peu spéciale entre Donald Trump et le président français Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron va arriver ici dans 9 jours exactement. Il est le premier chef d'État étranger invité à une visite d'État par Donald Trump. Donc la symbolique est extrêmement forte entre le président américain qui est le plus vieux de l'histoire des États-Unis et le président français qui est le plus jeune de l'histoire de France. Donc tout semblait les opposer au départ, mais au bout du compte, ils ont l'air de trouver un terrain d'entente. Alors ce qu'il faut souligner quand même dans l'opération de cette nuit, c'est qu'il n'y a aucun pays arabe qui y a participé, et notamment pas l'Arabie Saoudite, alors que le prince héritier avait dit il y a quelques jours à Paris qu'il répondrait présent le cas échéant. Pour l'instant, il a plutôt l'air d'être aux abonnés absents et c'est sûrement un écueil de cette opération de cette nuit, car sûrement que les Américains, les Français, les Britanniques auraient aimé qu'un pays arabe y participe pour qu'on ne puisse pas dire que c'était une attaque de l'Occident contre un pays arabo-musulman, la Syrie, soutenu par la Russie. Alors aussi en termes de bilan maintenant, les Syriens et les Russes disent que sur 103 missiles, 71 ont été abattus. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation du côté des Américains, des Français ou des Britanniques, mais le cas échéant, il est évident que cela diminuerait énormément la force de frappe et surtout la force de la menace que peuvent porter les Américains, les Français et les Britanniques sur la Syrie, car si les Syriens, aidés par les Russes, ont les moyens d'abattre plus de la moitié des missiles qui sont lancés contre Assad, évidemment, la menace sera beaucoup moins prise au sérieux de la part des Syriens et des Russes. Et puis enfin, la Chine appelle à revenir à ce qu'elle appelle le droit international et le secrétaire général de l'ONU appelle tout le monde à la retenue. Catherine Gentil de Canecôte depuis Washington. Merci Catherine. La Russie et l'Iran, alliés indéfectibles de la Syrie, dénoncent avec la plus grande fermeté ces frappes. De son côté, l'Allemagne soutient une intervention militaire nécessaire et appropriée. Fin de citation. On fait le point sur les réactions internationales avec Amandine Rouve. Quelques heures après les bombardements, la Russie fait entendre sa voix. Sur Twitter, l'ambassadeur russe aux États-Unis dénonce une insulte à Vladimir Poutine.
Il rappelle les mises en garde russes de ces derniers jours et évoque de possibles conséquences. La ministre russe des Affaires étrangères regrette les frappes occidentales. Pour le gouvernement, elles interviennent au moment où la Syrie avait une chance d'avoir un avenir pacifique. Allié de la Russie sur la question syrienne, l'Iran fait front aux côtés du Kremlin et dénonce un manque de preuves pour justifier l'action des États-Unis et de ses alliés. À l'opposé, la coalition a reçu le soutien de la ministre de la Défense australienne. Le régime d'Assad ne peut être autorisé à commettre de tels crimes en toute impunité. C'est pour cette raison que l'Australie soutient les frappes menées par les États-Unis contre les centres de stockage des armes chimiques. Le Japon et plusieurs organisations internationales comme l'OTAN et l'Union européenne ajoutent leur voix au soutien de l'action armée. Bonjour Benoît Cristal, vous êtes notre correspondant au Moyen-Orient. Les alliés de la Syrie réagissent-ils à ces frappes ? Eh bien écoutez, on assiste ici à une véritable guerre des communiqués, très agressif, avec sans doute une bonne dose de désinformation. Alors commençons tout d'abord par la Syrie, qui affirme avoir absorbé ce choc en détruisant les 3/4 des missiles tirés par la coalition, on l'a dit, mais aussi parce que les sites visés seraient des bâtiments vides qui auraient été évacués plusieurs jours à l'avance avec l'aide et sur les conseils de la Russie. Sur le fond, Moscou et Damas restent sur une ligne très dure de défi au Moyen-Orient. Selon eux, ces frappes sont une agression brutale et barbare, une violation du droit international, car pour Damas et pour Moscou, il n'y a aucune preuve de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad. Toutes les images que nous avons vues depuis une semaine, dramatiques sur cette attaque chimique, seraient une mise en scène des rebelles, ni plus ni moins. Alors la deuxième réaction des alliés de la Syrie, la plus inquiétante sans doute, c'est celle de l'Iran. Téhéran affirme qu'il y aura des conséquences régionales à une action aventureuse, à un crime, comme l'appelle le guide suprême iranien Ali Khamenei. Benoît Cristal au Moyen-Orient, merci Benoît pour ces précisions. Pas d'union sacrée en France, on a écouté Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants. Nous sommes à présent en ligne avec Jacques Miard, bonjour. Ancien député Les Républicains, maire de Maisons-Laffitte, vous connaissez très bien la Syrie, vous connaissez aussi bien le régime. Vous avez effectué plusieurs déplacements sur le terrain il y a quelques mois, quelques années. Vous dénoncez vivement ces frappes. Pourquoi, selon vous, la France n'aurait pas dû intervenir la nuit dernière ? Écoutez, ce qui est clair, c'est que si le gouvernement et M. Trump ont des preuves, eh bien qu'ils les exhibent. Parce que pour l'instant, on a des affirmations. Et je tiens à dire que je n'ai aucune confiance, surtout dans l'administration américaine. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un rapport au nom de la Commission des Affaires étrangères publié chez l'Harmattan sur la désinformation américaine. Et je peux vous dire que de ce côté-là, il y a vraiment beaucoup à dire. Deuxièmement, c'est une double violation. Qui sont avancés par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il ne fallait rien faire, selon vous. Vous savez, le problème. Non, attendez. Moi, j'ai ma position. Je ne calque pas mes positions sur ce que peuvent dire un certain nombre d'autres politiques. J'ai toujours dit la même chose. Dans cette affaire, notamment au Proche-Moyen-Orient, il faut se méfier des manipulations et malheureusement, il y en a eu beaucoup dans le passé récent. Deuxièmement, c'est une double violation des principes sur lesquels la France agit normalement sur le plan diplomatique et géostratégique. C'est la violation de la Convention sur les armes chimiques qui prévoit expressément des procédures, notamment l'article 12 qui renvoie à qui ? À l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité, avec des processus clairement établis sur le rôle de cette organisation d'interdiction des armes chimiques. Et deuxièmement, la France foule aux pieds, mais alors avec une impudence incroyable, la Charte des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Nous allons le payer très cher. Vous le savez, la Russie a opposé à de nombreuses reprises son droit de veto dans ce dossier. Ça voulait dire qu'on n'aurait pas pu intervenir sous mandat de l'ONU. Mais le problème est que dans ce cas-là, et c'est l'article 12 de la Convention qui dit, vous pouvez saisir l'Assemblée générale des Nations unies. Il y avait nécessité d'avoir un débat. Deuxièmement, il est clair qu'on ne peut pas agir comme ça. Depuis quand 3 États, même s'ils sont forts,
peuvent poser des lignes rouges au nom de quoi vis-à-vis de l'entière communauté internationale de plus de 160 États. Mais c'est le retour, je dirais, à la théorie de Bush, c'est le retour au néoconservatisme américain et la France apparaît comme supplétive véritablement des États-Unis d'Amérique et ça, ce n'est pas acceptable. Nous allons le payer en géostratégie, je dirais, au prix fort. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quelles conséquences on est dans selon une vous impasse. Mais c'est évident que la France va apparaître comme le supplétif des États-Unis. Croyez-moi, dans le monde arabo-musulman, en Afrique et partout, y compris l'Amérique latine, voire en Asie, ça ne va pas arranger nos affaires. Depuis quand la France abandonne l'indépendance de sa politique étrangère pour véritablement, par idéologie atlantiste, soutenir M. Trump, qui est en difficulté chez lui, comme Madame May, d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier. Je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, il y a de plus en plus de gens qui disent que ça a été monté, y compris par les services secrets britanniques. Ça, je ne le sais pas et je me garderai de le reprendre à mon compte. Mais il y a véritablement, actuellement, en Angleterre, des accusations extrêmement fortes contre le rôle de la Grande-Bretagne dans cette région du monde. Donc, il y a un moment, il faut savoir raison garder et il est urgent de cesser ce genre de rodomontade et d'unilatéralisme qui nous conduit directement dans le mur et qui ne va pas favoriser la position de la France. Jacques Mirard d'avoir réagi en direct sur LCI. J'ajoute que selon Marine Le Pen, eh bien, la France a perdu avec ses frappes une occasion d'apparaître sur la scène internationale comme une puissance indépendante. Selon elle, rien ne prouve aussi que la Syrie a bien utilisé des armes chimiques. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces frappes. On y reviendra à 12h30.